Nicolas Fernand, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Maine Libre et vous venez de publier Le mystère de la Croix-Mignon. Vous revenez dans cet ouvrage sur un fait divers qui s'est passé en août 48 en bordure de la forêt de Vibray, un double meurtre, 2 sœurs, Marthe et Louise Verrier, qui ont 56 et 52 ans. Pourquoi ce fait divers déjà ? Alors, je me suis intéressé à ce fait divers après en avoir entendu parler il y a longtemps. Quand j'étais gamin, ma grand-mère habitait Semur-en-Vallon, elle habitait à 2 ou 3 kilomètres de la Croix-Mignon, et j'avais entendu parler d'un fait divers assez horrible, sans avoir de détails. Alors moi, à l'origine, je pensais que c'était les tenanciers de cette auberge qui tuaient les visiteurs, qui les détroussaient, voilà. Parce que ça renvoie à un imaginaire, l'auberge rouge, c'est Exactement. Mais bon, c'est pas... Donc les films ont été faits d'ailleurs. Exact. Mais là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, comme je suis journaliste au Maine Libre, j'ai l'habitude de rencontrer des écrivains locaux, de présenter leurs livres, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal que je m'y mette aussi, et j'ai pensé à un fait divers, et ça m'a ramené à la Croix-Mignon. Donc je me suis penché dans les archives, je suis allé sur place et j'ai trouvé matière effectivement à écrire. Et les deux sœurs ont une petite épicerie. Alors épicerie, estaminet, dépôt de tabac. Elles passent pour riches dans le coin ? Alors on pense, parce qu'il y a du monde à la Croix-Mignon, on s'imagine au début que les poches sont pleines. Et quand on regarde de plus près à tout ça, elles n'étaient pas si riches que ça, même plutôt elles vivotaient. Et là par contre cette histoire elle est très bizarre parce que on n'a jamais trouvé les criminels. Alors, on en a beaucoup parlé à chaud. À l'époque, oui. À l'époque. Et puis, comme l'enquête a quand même été bâclée, on va dire, il n'a pas donné grand-chose. Il y a eu des personnes interpellées, des personnes qui ont avoué, mais qui finalement ont été mises hors de cause. Et c'est vrai que vous vous appuyez pas mal sur les archives de la presse de l'époque, notamment le Maine Libre. Il y a une quantité d'articles qui sont écrits. Comment on arrive à tous les éplucher, parce qu'on en parlait tous les jours et dans des styles très particuliers, c'est une autre époque. Alors c'est complètement une autre époque. Il y a eu beaucoup de choses écrites, du vrai, du moins vrai. On s'est un peu précipité souvent, mais beaucoup de détails sont donnés. Des détails qu'on donnerait d'ailleurs plus aujourd'hui parce que la façon d'écrire a complètement changé. La façon de traiter un fait divers n'est plus la même. D'ailleurs, le journaliste Fernand Bocage, on va revenir sur lui dans un instant, il est sur place, le matin même sur la scène de crime. Il est en direct live. Voilà, c'est ça. Il est avec les enquêteurs au plus près. Il peut presque toucher les corps. Il rentre dans la... C'est impensable aujourd'hui. C'est impensable. Au risque de souiller la scène de crime, notamment. C'est de peut-être pas l'ADN à l'époque, mais oui, on peut. Mais au moins les empreintes, puisqu'on prenait déjà les empreintes. Des empreintes depuis ont été relevées, d'ailleurs. Ouais, depuis quelques temps. Non. Donc non, les journalistes avaient accès à tout, pour peu qu'ils soient bien vus par les policiers, ce qui était le cas. Fernand Bocage, donc c'est un peu, à défaut d'avoir trouvé un coupable, c'est un peu le protagoniste de l'affaire. C'est journaliste du Maine, c'est un reporter et il est omniprésent dans votre livre. On le voit partout, et son confrère de Ouest France aussi, Claude Patard, qui est bien présent sur cet événement. Et l'autre star, c'est le commissaire Angouette. Commissaire Angouette qui a l'air d'avoir des bonnes relations avec Fernand Bocage. Ah, j'imagine que les deux s'entendaient très bien. Ça transpire à travers les articles de Fernand Bocage. On n'hésite pas à faire quelques petits compliments au commissaire, même si la journée n'a rien donné. On l'encourage. C'est écrit, on va trouver. Voilà, vive le commissaire. Donc, et inversement, le commissaire laisse Fernand Bocage sur la scène de crime le matin même, on vient de vous dire à l'instant, comme si rien n'était. Échange de bons procédés peut-être, j'en sais rien, mais ça a l'air de bien se passer entre les deux. Alors, comme je disais, par contre, l'enquête n'est pas fructueuse. Et les journalistes ne respectent pas, franchement, même pas du tout la présomption d'innocence. Et ça aussi, ça diffère par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs pas propre seulement à ces journalistes locaux. Il y a aussi, sans doute, on s'en penche, des journalistes qui viennent de Paris, parce que je me suis amusé, entre guillemets, à taper meurtre Croix-Mignon sur Google. Je suis tombé sur des archives du Monde où c'est écrit texto. Le meurtrier accusé, c'est le fameux Pierre Mazur. Voilà, l'assassin a été arrêté. Eh ben, c'est pas lui. Donc, mais n'empêche que dans les journaux, on publie sa photo. Il est en photo menottée, ce qui, pareil, ne se ferait surtout pas aujourd'hui. On pense à sa famille, on pense à lui. Enfin, voilà. Il est présenté comme le coupable, et même s'il est disculpé ensuite, ça laisse des traces forcément. D'ailleurs, cette histoire, en fait, c'est une lettre anonyme qui arrive au maire de la commune. Une lettre alors très particulière, c'est-à-dire qu'elle est signée par un ressortissant italien qui utilise des mots du patois sartois. À croire qu'il s'est bien intégré. Visiblement. Visiblement, il annonce que c'est lui qui a commis le meurtre, qu'il a des remords, qu'il va se suicider. Tout à fait. Petit 1, on retrouve jamais son corps. Et non. Petit 2, il n'y a aucune trace de ce ressortissant italien en Sarthe. On le retrouve pas. Et petit 3, par contre, il dénonce Pierre Mazur, qui lui est interpellé, et forcément la presse le décrit comme l'assassin. Et oui, on le décrit comme étant l'assassin, il avoue, et il donne le nom d'un complice, qui Morancet, Armand Morancet. Armand Morancet, oui.
Alors lui, par contre, il n'avoue rien du tout. Il est placé en garde à vue. Et alors, que se passe-t-il durant cette garde à vue? On sait Beaucoup pas. de pression des gendarmes. On n'en sait rien. Les méthodes, pareil, n'étaient pas les mêmes que maintenant. Toujours est-il qu'un coup de pistolet, un coup de revolver part et que Armand Morancet meurt Meurt sur le coup. en garde à vue. En garde à vue, c'est un gendarme ou un policier qui l'a mis? C'est un gendarme. Un gendarme qui n'a jamais été condamné? Alors qu'il y a eu une condamnation, mais très légère. très légère, une amende. Voilà. Il a fini sa carrière sans aucun souci. Ça l'a pas empêché de monter en grade. Il a eu le plus haut grade possible. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Quelle est la version du gendarme? Alors, en gros, il a une personne qui a été accusée par quelqu'un qui lui-même a avoué. Oui. Donc on imagine que l'enquêteur, pour lui, il a le complice. Ah, il l'a face à lui. Il l'a face à lui, oui. Alors, on peut imaginer, parce que ce qui est dit, c'est qu'il prend son revolver. Il le sort, il décharge le revolver. Il oublie qu'une balle est restée dans le canon. Alors, il pointe son arme, visiblement. Certainement, il tire, en pensant tirer à blanc. À blanc pour faire peur. Mais la balle part et Morancet la reçoit en plein abdomen. Et il décède quelques heures plus tard à Saint-Calais. On va revenir peut-être un peu plus tard sur Morancet parce que ses petits-enfants se sont battus pour qu'il soit innocenté, blanchi. Et la commune aussi, la municipalité de Vibraye. Hein. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus récent, mais avant ça, donc on a ce Pierre Mazure qui avoue, puis finalement se rétracte. Oui. Ensuite, il y a un autre assassin qui, lui, pour le coup, a déjà été condamné pour des meurtres, ou le sera, Roger Cassio. Cassio qui, lui, dit « c'est moi », puis après, il se rétracte en disant en fait, j'ai avoué parce qu'on m'a proposé des frites. Ah oui. Invraisemblable. Invraisemblable. Alors Cassio, lui, c'est une autre envergure que Mazure. Lui, il a du Mazure, c'est quoi, un journalier? C'est qui? C'est un journalier, c'est un ramasseur de champignons, un peu comme Morancet. Des ouvriers agricoles, peut-être? Des ouvriers agricoles, des gens très simples. Qui vivent pauvrement, d'ailleurs. Oui, c'est pas la fortune. Hein, donc, on vit un peu au jour le jour. Et donc, ce Roger Cassio, par contre, lui, c'est une sorte de tueur itinérant, en gros? Alors, on ne sait pas trop. Il a été accusé de beaucoup de choses. Il a avoué beaucoup de choses. Il s'est rétracté sur beaucoup de choses. Il n'empêche qu'il est passé quand même en cour d'assises pour un meurtre. Donc, il est pas innocent de tout. Pour ce Mur-en-Vallon, clairement, c'est pas lui. Mais il a avoué. Alors, il a avoué beaucoup de crimes, certainement, pour tromper un peu les juges et éventuellement les médecins psychiatres qui auraient l'examiné. Se faire passer pour fou, ça peut éviter la cour d'assises, ça peut éviter la guillotine. Ça peut être une stratégie à l'époque. Ça peut être une stratégie. Il y a encore la peine de mort. Voilà, il y a la peine de mort. Comment vous avez réussi à capter l'ambiance? Parce que ce qui ressort de votre livre, il faut le reconnaître, c'est vraiment une ambiance. Au-delà de ce meurtre, on est à la Libération, les gens, on l'a répété, vivent pauvrement. Il y a vraiment une ambiance. Alors ce meurtre, il vient en ajouter une ambiance pesante. C'est pesant. Tous les comptes ne sont pas réglés, j'ai l'impression. On va y revenir d'ailleurs, oui. Ouais, il y a de la suspicion un peu partout. Il y a encore les tickets de rationnement en 48. C'est pas fini. Et les gangs à nature, entre guillemets, à horreur du vide, les gangs à l'époque déjà se délient, et on dit qu'ils auraient pu collaborer avec des Allemands, leur vendre des produits. Oui, c'est ce qui se dit, et d'autant plus qu'une croix gammée a été peinte sous leur fenêtre quelques mois ou 2 ans plus tôt. Bon, cette croix gammée, pourquoi? On ne sait pas. Qu'il y ait eu des passages d'Allemands à la Croix-Mignon, oui, certainement. Qu'il y ait eu quelques échanges, on peut le supposer. Après, que ce meurtre soit lié à une vengeance par rapport à tout ça, moi je pense pas. On peut pas savoir. C'est vrai que ça on fait peut pas un peu... savoir. C'est 3 ans après. Oui. C'est quand même... On partirait peut-être plus sur un meurtre crapuleux. Mais oui, c'est ce qui ressort. Et depuis l'apparition de ce livre, j'ai eu quelques échos de... Les langues se délient. Alors, les langues se délient un petit peu. Alors, pas de survivants, mais de personnes qui ont 70 ans et dont les parents ont vécu cet épisode et qui leur en ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces personnes? Eh bien, on sait qui c'est. Carrément? On m'a dit, on sait qui c'est. C'est une grosse mais on ne le dira pas. C'est grave, ouais. Eh ben oui. Et pourquoi ils ne veulent pas le dire? Parce qu'il y a eu visiblement des menaces de mort à l'époque déjà, ou dans les années qui ont suivi. Et parce que là où les personnes mises en cause ont des enfants, des petits-enfants. Et donc, il n'est pas question d'en dire trop, de toute façon. Après, et puis, on n'aurait aucune preuve maintenant. Personne ne va avouer maintenant? Non. Les personnes qui seraient accusées par ces langues qui se délient sont mortes? Sont mortes. Mais les enfants et les petits-enfants sont encore vivantes? Oui. Et habitent toujours dans le secteur. Dans le secteur. Et les personnes, il y a plusieurs langues qui se délient? Au moins une. Mais visiblement... Quelqu'un qui est venu vous voir? Qui m'a contacté, voilà. Et d'après ce que j'ai pu entendre, d'autres personnes se seraient également manifestées, mais là, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller vers elles. Mais... Parce que ça nous emmène très loin. Si ces personnes ont peur, on peut imaginer que le commissaire ou les gendarmes avaient peur aussi. Et on peut tout supposer dans ce contexte. Hein. Parce que l'enquête, c'est vrai qu'elle fait vraiment bâcler. Ah oui, ça va très vite. Hein. Et puis les précautions d'usage ne sont pas vraiment prises. On sent qu'on veut trouver les coupables rapidement.
Et si c'est des personnes de petites conditions pas très connues, c'est un peu plus facile. C'est plus facile, oui. C'est beaucoup plus facile. Et je pense que le climat de peur à ce mur et dans les environs en 1948, quand ça vient de se produire, incite fortement les gendarmes, les policiers à trouver un ou des coupables et on n'en cause plus. Ce climat de peur, il est antérieur à ce double meurtre? Parce qu'on peut imaginer des personnes qui sont accusées aujourd'hui ou longtemps après, de manière anonyme, attention, on va pas non plus... Ah oui, non. Est-ce qu'on peut imaginer que les gens dans le coin sont terrifiés par certaines personnes? Alors terrifiés, j'en sais rien, mais on se méfie, on n'a pas envie de toute façon, on ne donnera pas de nom. Et même si... Alors les personnes ne me les donneront pas, ça c'est sûr, et si je les avais, je ne les donnerais pas non plus. Forcément, oui, parce qu'on n'est plus à l'époque de 1948. Voilà, de toute façon, c'est prescrit depuis 1974. Et puis on serait sûr de rien, de toute façon, parce que c'est... La rumeur, comme on l'a vu à l'époque, tue. Ce Armand Morancé est tué par la rumeur, en fait. Donc c'est toujours délétère, la rumeur, et moi j'aimerais bien savoir, évidemment. Forcément, oui. Comme beaucoup. Vous êtes accaparé ce fait divers, vous l'avez vécu à travers les archives, on retrouve l'ambiance. Oui, on se replonge vraiment dans cette ambiance, et on a envie d'en découvrir, d'en savoir plus chaque jour. Les articles de l'époque sont riches. C'est vrai. Dans un style particulier? Dans un style très particulier. Et puis, les gens que j'ai pu rencontrer m'ont bien parlé, beaucoup parlé, et savaient des choses. Et oui, justement, on va revenir là-dessus. Les personnes que vous avez rencontrées, il n'y a pas que les archives du Maine ou de Ouest, il y a aussi des gens qui ont connu cette époque. Et ce qu'il en ressort, c'est que même, pas forcément les gens que vous avez rencontrés, mais même 20 ans après, quand des reporters télé vont faire un sujet sur place, j'en ai déjà trop dit, je veux pas parler, personne ne veut parler même 20 ans après. Alors dans les années 60, oui, c'est dans les années 60, c'est FR3 à l'époque, qui souhaite réaliser un reportage et qui contacte un adjoint au maire de Semur de l'époque et qui dit non, moi stop, je veux plus en parler, j'en ai déjà trop dit effectivement. C'est son fils ou sa fille qui me raconte ça, je crois que c'est son fils qui me raconte ça, que son père ne voulait plus en parler et puis qu'il y avait de la peur aussi. Il y a donc la mairie et les descendants de ce Armand Morancé ont fait tout un travail pour qu'il soit réhabilité, qui a porté ses fruits. Alors à Vibrey, la salle de musique s'appelle Armand Morancé depuis une dizaine d'années. Il a quand même fallu du temps. Il a fallu du temps, être persévérant, obstiné, motivé. Pour conclure, il y a vraiment quelque chose qui est assez marquant, c'est que ce meurtre a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 août, avec son massacré, visiblement à coups de barre de fer. On pense que c'est, des barres de fer. Oui. On les retrouve le matin, et le 15 août, il y a quand même le bal. On fait la fête. Alors le bal devait se tenir à la Croix-Mignon, c'était une institution, ce bal, avec une course de vélo, avec une kermesse, plein de choses, pêche à la ligne. Et évidemment, on ne le fait pas à la Croix-Mignon. Il y a au moins ce respect. Mais on le délocalise de quelques centaines de mètres et il a bien lieu, même si... Le cœur devait pas y être. On fait un peu la gueule quand même. Mais pourquoi on gagne pas en fait? On ne sait pas. Non. Show must go on, je sais pas. Puis la Croix-Mignon après est redevenue une petite épicerie café. Alors quelques années de sommeil, et puis elle revit, elle redevient ce qu'elle était. Malgré ce qui s'est passé. Et moi j'ai eu une des personnes qui a tenu la Croix-Mignon qui me disait par contre on en parlait régulièrement. Il y avait même des jeux d'organiser des rallyes dans le village et on venait à la Croix-Mignon, il y avait des questions qui portaient sur le meurtre. Alors j'ai pas les questions précises, mais le gérant m'a dit les gens venaient avec où est l'arme, on a pensé qu'elle était dans sa mare, donc il avait fait vider sa mare pour elle est pas là, c'est pas moi, j'y peux rien. Il y avait je crois quelques années à ce moment-là. Ah lui il habitait déjà pas en Sarthe quand ça s'est passé, donc il a dit ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi, j'étais pas là, j'habitais à 200 ou 300 km et j'avais 5 ou 6 ans. Donc, mais malgré tout... il habitait là à la Croix-Mignon, il était gérant. C'est son épouse ou sa fille qui disait que quand ils étaient dans le coin, s'ils étaient par exemple avec d'autres enfants à vélo le soir, s'ils passaient à côté de la Croix-Mignon... Alors ça, c'est la fille de l'adjoint au maire de Semur-en-Vallon qui m'a dit qu'effectivement, elle avait, quand elle était gamine, quelques années après le crime, passer dans cet endroit, c'était très angoissant. Et effectivement, en vélo, on ne tardait pas. Et Nicolas Fernand, c'est quoi la suite de votre enquête journalistique? On va passer à un autre fait divers, on va continuer. Alors, pour la Croix-Mignon, je pense qu'on en restera là, sauf coup de tonnerre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, je ne pourrais pas en dire grand-chose. Mais j'ai dans les tuyaux déjà un prochain livre sur un autre fait divers, sartois, ancien. Qui est? Pas pas de pour l'instant. Pas pour l'instant. Il n'y a rien de sûr quand même. Merci donc Nicolas Fernand, vous avez publié Le mystère de la Croix-Mignon avec le meurtre des 2 commerçantes et sœurs Verrier à la Croix-Mignon en août 1948. C'est aux éditions de l'Étrave. C'est très intéressant. Merci. Merci à vous.